le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver ce aujourd'hui, jeudi 2 mars 2023. Deuxième sortie de la page internationale pour le mois de mars. Depuis la newsroom, dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Erlichi Dorelas, pour présenter la page internationale à Jacques Mel pour le grand journal François. Rubens assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mel. Le chancelier allemand Olaf Scholz appelle la Chine à ne plus fournir d'armes à la Russie. Il annonce une nouvelle hausse du budget de la défense nationale. Voici un reportage signé Euronews. Ne fournissez pas d'armes à l'agresseur russe, a martelé ce jeudi le chancelier allemand en s'adressant à la Chine. Olaf Scholz a aussi annoncé une hausse du budget de la défense pour être porté à au moins 2% du PIB, et ce afin d'atteindre l'objectif convenu avec l'OTAN. Meine Botschaft an Peking ist klar. Nutzen Sie Ihren Einfluss in Moskau, auf den Rückzug russischer Truppen zu drängen, und liefern Sie keine Waffen an den Aggressor Russland. Bleibt die Frage, ist Putin überhaupt bereit, über die Rückkehr zu diesen Grundsätzen und einen gerechten Frieden zu verhandeln? Im Moment spricht nichts dafür. Le chancelier allemand doit se rendre en fin de semaine à Washington pour s'entretenir avec le président américain Joe Biden. Il sera notamment de nouveau question de sécurité. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a donné une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre indien Narendra Modi à la suite de leurs négociations en marge du G20. Écoutons Sergei Lavrov. Nous achevons la réunion entre les ministres des Affaires étrangères du G20 sous la présidence indienne. C'est une des rencontres organisées par l'Inde dans le cadre du G20 et je veux rendre hommage aux efforts de nos amis indiens visant à résoudre les problèmes de sécurité collective par le moyen de la conjugaison de tous les efforts. Et nos hôtes montre tout à fait la préoccupation de tous les pays pour préserver la sécurité, le développement durable, supprimer les frontières artificielles, les barrières artificielles aux échanges commerciaux et développer une coopération dans le système international et obtenir que les pays émergents et un plus grand poids dans la prise de décision à l'international. Toutes ces questions, d'une manière ou d'une autre, sont exprimées dans le document final qui a été discuté ces derniers jours au plus haut niveau par nos représentants, par les experts, et aussi avec toutes les questions qui étaient à l'ordre du jour du G20. Et donc il y a un résultat qui a été atteint. C'était Sergei Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe, au micro de la presse. Le président français Emmanuel Macron, en visite au Gabon, a réaffirmé jeudi que la France ne nourrissait aucun désir d'ingérence en Afrique. Voici un reportage signé Africa News. L'ère de l'ingérence française en Afrique est révolue, déclare le président français Emmanuel Macron lors de son discours à l'ambassade française du Gabon jeudi. Cette visite intervient alors que la France se trouve confrontée à une vague croissante de sentiments anti-français dans les pays stratégiques du Sahel. Quand je lis, j'entends, je vois qu'on prête encore à la France des intentions qu'elle n'a pas, qu'elle n'a plus. On semble encore aussi attendre d'elle des positionnements qu'elle se refuse à prendre. Et je l'assume totalement. C'est pourquoi je préfère être très clair et explicite en vous retrouvant aujourd'hui. Au Gabon comme ailleurs, la France est un interlocuteur neutre qui parle à tout le monde
et dont le rôle n'est pas d'interférer dans des échéances de politique intérieure. Quelques jours avant sa visite, le président Macron a confirmé le redéploiement des troupes françaises après leur départ du Mali, de la Centrafrique et du Burkina Faso. J'ai décidé d'une stratégie nouvelle pour l'ensemble de nos bases en Afrique. J'ai demandé aux ministres des Armées et aux chefs d'état-major des armées de travailler avec leurs homologues pour adapter nos dispositifs militaires. Il ne s'agit en l'espèce ni d'un retrait ni d'un désengagement, mais d'adapter un dispositif pour, d'abord, qu'il repose sur une reformulation des besoins. La visite ne fait pas l'unanimité. Des manifestations et concerts de casseroles ont retenti en opposition à Libreville dans la nuit de mercredi. Nous irons en Ukraine pendant tout l'hiver. Les combats se sont concentrés dans l'est de l'Ukraine, notamment autour de la ville forteresse de Bakhmout. L'armée ukrainienne a fait état mardi 28 février d'une situation extrêmement tendue face à des assauts répétés. Voici un reportage signé France 24. Bonjour, on vous retrouve en direct de Kiev. Quelles sont les nouvelles du front ? Oui, en ce moment, cette bataille concerne encore plus que ces dernières semaines les médias ukrainiens. Vraiment, ça parle que de ça en ce moment, alors que la ville semble être encerclée en forme de fer à cheval, si vous voulez, par les forces russes. Une des routes principales qui mènent à Bakhmout est encore utilisable par les Ukrainiens. Peut-être une autre route secondaire, mais ces deux routes sont sous le feu des Russes presque constamment. C'est ce que disent les forces ukrainiennes sur place, en tout cas. Mais selon mes informations, des travailleurs humanitaires peuvent encore se rendre dans la ville. Des journalistes de la télévision ukrainienne y sont allés avant-hier. En tout cas, ont pu constater bien sûr des ruines dans le centre-ville et puis une situation extrêmement difficile pour les quelques milliers de civils qui sont toujours à Bakhmout. La question se pose de plus en plus en Ukraine sur la question des enfants qui sont restés à Bakhmout. C'est le choix de leurs parents de leur garder sur place et certains disent que les adultes ont bien le droit de décider de risquer leur vie alors qu'il est clairement extrêmement dangereux de rester dans cette ville en ce moment. Est-ce que les Ukrainiens ne devraient, les enfants ukrainiens, excusez-moi, à Bakhmout ne devraient pas être évacués par la force? Mais pour le moment, ce n'est pas quelque chose que la loi ukrainienne ne permet. Alors ça, c'est une partie du débat. Une autre partie du débat en Ukraine en ce moment sur Bakhmout, c'est est-ce qu'il faut vraiment continuer à défendre bec et ongle cette ville alors que pour beaucoup, son importance est plus symbolique que stratégique. Aujourd'hui, la vice-ministre de la Défense, Hanna Maliar, a dit dans une interview que c'est bien les militaires qui prendront la décision et non pas les politiques. Mais s'il a dû le dire aussi explicitement, c'est bien que beaucoup de monde pense que c'est une décision politique. Mais cette valeur symbolique, bien sûr, pour Bakhmout, c'est clairement pas à prendre à la légère, puisque ça fait vraiment la fierté de l'Ukraine que le pays ait réussi à maintenir le contrôle de Bakhmout malgré cette attaque acharnée de la part des Russes jusqu'au début du printemps. Merci Gulliver Crack pour ces derniers éléments. Le panafricanisme, Kémy Séba parlait à un média français. Les héros de la France sont souvent les bourreaux des Africains. Écoutons un extrait de l'émission. La panafricanité fondamentale, c'est partir du principe que nous avons notre réalité paradigmatique. Pourquoi vous les méprisez, ces personnages parce historiques? Que Napoléon Bonaparte, tout le monde connaît son rôle par rapport à l'esclavage, par rapport au rétablissement de l'esclavage. Je vais quand même pas aimer quelqu'un, c'est comme si vous demandez à un juif, pourquoi vous méprisez des gens comme Hitler ou des gens comme Himmler? Ils ont fait des grandes choses quand même pour leur peuple. Oui, mais il y a eu aussi la Shoah. Napoléon, le rôle qu'il a eu dans le rétablissement de l'esclavage, c'est quelque chose qui est enraciné dans ma mémoire et c'est un héros pour vous. Je n'en disconviens pas, mais c'est quelqu'un que je méprise. De Gaulle, quand on sait le regard qu'il avait par rapport justement aux populations africaines, quand on sait le rôle qu'il a eu après les décolonisations dans l'établissement de la France-Afrique, c'est quelqu'un que je méprise profondément, mais je ne disconviens pas d'une réalité qui est que un oppresseur pour moi peut être un héros pour vous, et je sais ce qu'il a fait de Londres, ce qu'il a fait pour vous, sachant que, et à Londres, ce qu'il a fait pour vous, tant mieux pour vous, mais votre héros n'est pas le mien. Simplement, je ne vais pas vous demander de détruire vos statuts, de détruire votre héros en disant que c'est quelqu'un qui nous a fait du mal, parce que je pars du principe qu'on a des réalités et des histoires différentes. Il faut que chacun accepte le paradigme de l'autre, tout en sachant qu'on n'a pas à imposer le paradigme des uns aux autres. Et c'est ça
le problème qu'il y a eu dans le pseudo-universalisme des droits de l'homme et dans la globalisation quelque part de l'Occident qui a voulu imposer sa manière de voir le monde sur le terrain scientifique, sur le terrain politique, sur le terrain culturel et sur le terrain même spirituel, j'ai envie de vous dire, en pensant que les autres devaient être des réceptacles et ne devaient pas être dans une logique de pouvoir valoriser leur propre patrimoine. Et c'est là où nous nous disons que nous avons notre patrimoine, nous avons notre réalité, nous avons notre paradigme, et il est temps aujourd'hui qu'on puisse le revivifier. Le modernisme qui nous est présenté, qui nous est imposé comme le baromètre de l'humanité, c'est pour moi quelque chose sur le terrain à la fois métaphysique comme sur le terrain politique, physique et culturel, c'est quelque chose de profondément aliénant. Nous avons nos réalités, nous avons notre paradigme, nous avons notre tradition, et ce qui est bon pour nous peut ne pas l'être pour vous. Mais quand je regarde ce qui nous est présenté dans le cadre du progrès, quand je regarde aujourd'hui que votre progressisme nous permet d'avoir des hommes qui sont capables quelque part d'accoucher ou de tomber enceinte, c'est votre progrès à vous, c'est une dégénérescence pour nous. Chacun a sa perception des choses. Et je pense qu'il est temps qu'aujourd'hui, chacun soit capable de revendiquer sa culture sans l'imposer à l'autre, mais qu'on soit comme un bouquet de fleurs où chaque fleur est belle de par sa couleur particulière sans avoir besoin de créer une uniformisation des couleurs, ce que quelque part la globalisation néolibérale voudrait que l'on ait. C'est quelque chose moi qui me gêne. C'est ainsi que se referme la page internationale pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée Prod, réalisation Télébel Top pour le canton de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel pour présenter la page internationale Ehrlich d'Aurelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Coup d'œil sur la météo pour ce aujourd'hui. Il pleut sur Boston. Un temps de chien de la capitale des grandes universités du monde. 44 degrés Fahrenheit à Boston, 7 degrés Celsius. Jacmel, 84 degrés Fahrenheit, 29 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent jeudi. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Ehrlich d'Aurelas.